le thème en fait de la conférence de 20 minutes fait vraiment écho à ma pratique et surtout à mon histoire. Donc j'ai fait l'internat en Allemagne chez le professeur Fouad Khoury, après Pierre Keller que vous connaissez et Romain Doliveux. Et tout le monde a bien conscience que, sorti de cette école-là, on a vraiment été éduqué dans le concept de l'autogène, avec une certaine technique de prothèse, une technique de travail, et de fait, toute la suite de la conférence en découle. Je voulais vraiment, une fois revenu en France, la technique chirurgicale étant maîtrisée, je voulais vraiment m'intéresser au numérique, au digital. C'était l'objectif, et je vais vous montrer en gros les 2 premiers cas que j'ai réalisés pour vous montrer à quel point je me suis gaufré. Donc la première patiente de 91 ans, qui est référée par son dentiste, qui a extrait la 21 et la 24 et la 25. Le praticien a choisi de laisser la 27 pour stabiliser un stélite. Et la patiente, bien qu'ayant 91 ans, souhaite une réhabilitation implantaire fixe et ne supporte absolument plus son stélite. Sa seule condition, c'est de ne pas réaliser de greffe osseuse. Donc après réalisation d'un CBCT et d'une empreinte optique, je constate qu'on a une masse osseuse suffisante pour pouvoir implanter sans greffer. Le seul problème sera éventuellement au niveau, quand on se rapprochera du sinus, région 25. Donc, on commence avec la planification. Et là, pour la planification, c'était mon premier gars, donc je l'ai délégué à la société d'implants. Et on fait plusieurs allers-retours, et j'obtiens pas satisfaction. Moi, j'avais des idées très tranchées au début. Je voulais poser 3 implants relativement parallèles, mettre des multi-unites, et je n'arrivais absolument pas à obtenir ce que je voulais sur ma planif. Après discussion avec le praticien, qui était censé faire la prothèse définitive, il me dit « Oh là là, surtout pas de multi-unite, j'en veux pas ». Bon, ça faisait 20 allers-retours que je faisais avec le laboratoire pour rien, donc on positionne des implants légèrement divergents entre eux, et le patient souhaitera donc réaliser une prothèse fixe en direct implant. Le jour de la chirurgie, donc, on obtient ce guide à appui dentaire, on vérifie qu'il se met bien en place, pas de souci de ce côté-là. Et la première embûche, donc, ayant fait courir, effectivement, je ne peux pas faire de flapless, à cette époque-là en tout cas, et je décide d'ouvrir. Et là, je constate que je me suis tellement concentré sur la planification que je n'ai pas du tout vu qu'il restait la racine de 25. Donc, après avoir enlevé la racine de 25, j'ai un énorme défaut osseux qu'il faudra combler. Pour rappel également, dans la technique de Khoury, la mise en charge immédiate, c'est pas forcément, voire pas du tout, quelque chose qui est envisageable. Donc là, je sors de ma zone de confort à ce moment-là, en me disant, bon, bah allez, on va vraiment essayer ça pour rendre service à la patiente de 91 ans. Donc pour la première partie de la chirurgie guidée, poser les implants 21 et 23, c'est réalisé en full guidé sans souci particulièrement. L'implant 25, c'est plus compliqué, c'est que j'ai vraiment un gros défaut et j'ai vraiment plus d'os. Donc là, je prends un ostéotome, on voyait déjà la membrane du sinus, on se fait une petite loge, on arrive à poser un implant à cet endroit-là et par chance, j'ai quand même une stabilité primaire qui reste acceptable. Donc on a un petit défaut mésial à combler. Ce défaut mésial, cavité à 4 parois, on avait une petite, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y avait une petite exostose là-haut, au niveau de la 22, donc on la prélève, on la met en place, ça tient par compression, encore une fois, c'est une cavité à 4 parois. Une fois que la chire est terminée, on referme. Voilà, on referme et on réalise un protocole d'empreinte optique pour réaliser notre bridge provisoire. Donc là, c'était en accord avec le laboratoire. On voulait faire une empreinte de situation, maxillaire, mandibule, le tout en occlusion. Une empreinte du maxillaire uniquement avec les vis de cicatrisation et 3 empreintes seules avec les scan body. Le but de faire ça, c'est, comme on l'a dit aujourd'hui et évoqué plusieurs fois, s'il y a de la distorsion sur l'empreinte et qu'on réalise ce bridge sur un modèle avec une distorsion, eh bien, on aura du mal à insérer le bridge. Donc, ces 3 empreintes sont superposées.
sur Exocad ou un autre logiciel. Et là, le laboratoire peut éliminer éventuellement l'une des empreintes s'il constate de la distorsion. À partir de là, il va modéliser son bridge provisoire qu'il nous envoie et on charge ce bridge provisoire donc dans l'imprimante 3D. En une trentaine de minutes à peu près, l'imprimante fait ce qu'elle a à faire, elle nous sort un bridge provisoire et on n'a plus qu'à connecter. Et c'est là la deuxième embûche, c'est que n'ayant jamais vraiment fait de bridge en direct implant, j'ai toujours fait ça sur multi-unit, je ne me suis pas forcément intéressé aux T-Base. Et j'ai un peu délégué ça également à mon assistante. Bref, j'endosse la responsabilité. Allô ? Ouais. Et on réalise un premier bridge provisoire qui est fait avec cette fois-ci des T-Base indexés. Et là, problème, la divergence de mes implants lors de la chirurgie n'était pas importante. On aurait pu envisager que ça rentre, mais le troisième implant qui a été posé à main levée, lui, par contre, était beaucoup trop divergent et ça n'est pas passé du tout. Donc la patiente est venue pour rien en début d'après-midi. Je lui dis écoutez, pas de problème, on se revoit dans 2 heures. Le laboratoire nous refait une modélisation de bridge. On avait un stock de piliers T-Base non indexés et on recrée ce bridge avec des T-Base non indexés. La patiente revient en milieu d'après-midi. On lui met en place son bridge provisoire, tout est OK. Et là, on peut voir aussi la bonne adaptation du bridge provisoire sur nos implants. La patiente est plutôt satisfaite du résultat. On règle l'occlusion et on la laisse repartir ainsi. Donc on s'était donné rendez-vous 6 mois plus tard, avant qu'elle ne réalise ses empreintes chez son praticien pour réaliser le définitif. Donc 6 mois plus tard, on se revoit. 91 ans, le contrôle de plaque n'est pas optimal, mais ça fait quand même le job. L'intégration du bridge est plutôt satisfaisante. Et elle me dit qu'elle va voir son praticien dans les 2 ou 3 jours qui suivent. La semaine suivante, elle me rappelle. Elle me rappelle parce que son bridge bouge. Et là, je me dis, bon, le praticien a fait son empreinte, il a dû mal repositionner le bridge. Eh ben non. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis de venir 5 minutes entre deux. Et là, je la vois arriver comme ça et je me dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pas du tout le bridge que j'avais en tête. Et après discussion, la patiente finit par m'expliquer qu'effectivement, la séance d'empreinte a duré plus de 2 heures, que le praticien semble avoir cassé le bridge, mais elle avait juste oublié de me le dire au téléphone, et qu'avec une clé en silicone, il avait réussi à recréer un petit quelque chose qu'il avait scellé, tout simplement, sur les T-Base qui n'étaient pas du tout adaptés pour. Donc, ce qui était un peu rageant, c'est que j'avais quand même bien précisé dans mon courrier de correspondance que j'avais le bridge modélisé, que j'avais l'imprimante 3D, que j'étais capable de le refaire en cas de casse, ce que je précise à tous les correspondants. Mais l'information n'a pas dû bien passer. Donc, je dis à la patiente, revenez dans 2 heures, parce que là, j'ai pas forcément la possibilité de vous le faire là, dans les 10 minutes. J'avais quand même des patients en cours. Et donc, on recharge dans l'imprimante 3D, le modèle, on revoit la patiente pour récupérer ses T-Base, et on remet tout ça en place. Et là, vous pouvez voir comme mon assistante s'est légèrement excitée sur le point de contact. Et la patiente repart avec son nouveau bridge et depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, tout doit plutôt bien s'être passé. Deuxième cas que je voulais vous montrer. Et là, deuxième cas, si c'était à refaire, clairement, je ferais tout différemment. La patiente est compliquée, on en a tous, mais alors elle est particulièrement compliquée. Elle se présente en consultation avec un traitement d'orthodontie au maxillaire. Alors, je lui demande à 40 ans pourquoi vous refaites de l'ortho. Elle me dit ah non, je ne refais pas de l'ortho, c'est mes 4 incisives maxillaires étant trop mobiles, et la patiente n'ayant pas de dentiste attitré, elle me dit je suis allé voir la seule personne que je connaissais, c'est-à-dire mon orthodontiste. L'orthodontiste se trouvant fort démuni, a décidé de lui mettre un appareil au maxillaire, un multi-attache au maxillaire. Voilà.
Et la patiente, malgré tout ça, elle a des demandes esthétiques folles et ça fait plus d'1 an et demi qu'elle porte déjà son appareil d'ortho. On a pu voir, ou en tout cas je pense que vous pouvez voir l'alvéolus terminale sur la 11. On voit également qu'elle est complètement... elle s'égresse. Si elle n'était pas tenue par l'appareil d'ortho, elle serait déjà plus là. Et première étape, je lui propose bien évidemment de refaire un traitement paro. Donc elle a du mal à accepter l'idée. Les rendez-vous traînent en longueur, tout simplement parce qu'elle habite à 1 heure de route de mon cabinet et qu'elle n'est pas véhiculée. Donc systématiquement, tous ces rendez-vous sont reportés et c'est toujours la croix à la bannière pour se voir. Donc une fois que la paro est réalisée, on doit, encore une fois, penser juste que je sortais de Coury, que c'était un des premiers cas que je réalisais, et donc on morcelle. Et surtout, on n'envisage pas l'extraction, implantation immédiate. Et donc c'est là effectivement où je changerai tout. Donc je pars dans l'idée de lui enlever ses 4 dents, de laisser cicatriser, ensuite on déroule le plan de traitement, après chez Coury, greffe osseuse, 3 mois plus tard pose d'implant, 3 mois plus tard greffe de gencive, etc., etc. Et là, effectivement, on bute déjà pendant plus de 9 mois sur le provisoire. Donc la patiente ne souhaite pas d'amovible, elle veut du fixe, elle ne veut pas que ça bouge, elle ne veut pas avoir à l'enlever. Et ne sachant pas quoi lui proposer, on finit par tomber d'accord sur le fait de faire un bridge sur 1323. Donc là, clairement, je ne le referai plus aujourd'hui. Donc extraction, réalisation d'un bridge sur 1323. Et on peut voir, plusieurs mois après cicatrisation, qu'on a effectivement une petite perte de substance au niveau de la 11 et de la 12. Prochaine étape, je revois la patiente pour réaliser la chirurgie. Et donc là, je venais en parallèle de m'équiper, je commençais à faire des cas de mise en charge immédiate. Encore une fois, ce cas, je le suivais déjà depuis plus de 2 ans. Donc la patiente chronophage prend du temps. Entre-temps, je m'équipe. Entre-temps, je commence des cas avec mise en charge immédiate. Et elle est complètement passée à la trappe. Et là, je me dis, mince, c'était un cas où j'aurais pu faire tout ça. Et pour gagner du temps, quand j'ouvre, je vois que la situation osseuse n'est pas si mal, en tout cas au niveau 12 et 22. Et je me dis, bon, allez, je vais poser mes 2 implants 12-22 en plus de ma greffe, histoire de gagner du temps. Donc en accord avec le bridge provisoire qu'on a réalisé, les 2 implants sont posés. Une greffe, donc technique de Coury, est effectuée, donc prélèvement d'un bloc au niveau de la ligne oblique externe. Le bloc est greffé donc là horizontalement, stabilisé avec des vis d'ostéosynthèse. On comble notre coffrage avec les particules d'os autogènes et on referme le tout. À la fin de la chirurgie, la patiente en fait ne retient juste qu'elle a eu ses implants, elle est contente. Le reste ne l'intéressait pas. Donc les implants sont posés. S'écoule de nouveau plus de 6 mois avant qu'elle ne revienne pour le rendez-vous greffe de gencive et retravail de la gencive. Donc la patiente, encore une fois, est sur un terrain paro compromis. Et dans ces cas de figure-là, on m'a appris de faire le maximum. Et donc, le maximum consistait à réaliser le dégagement, donc exposition des 2 implants, mise en place des multi-unites, et on réalise une grosse greffe. Donc là, on prélève le conjonctif palais gauche, palais droit. Malheureusement, c'est que du tissu graisseux. Il n'y a pas énormément, donc on est obligé d'aller prendre et à gauche et à droite. Comme vous pouvez le voir, on fait 2 petites encoches à l'arrière des multi-unites, donc c'est la technique des papilles de Palacci. Et pour couronner le tout, on va lui prélever un morceau de conjonctif à la tubérosité maxillaire. Donc là, c'est la technique de l'iceberg décrite par Isvan Urban. Il faut aller piocher tout ce qu'on peut partout. Donc le but, encore une fois, c'était vraiment de stabiliser tout ce qu'on pouvait au niveau de la papille centrale et de recréer un feston gingival. On a obtenu, après suture, ce résultat, et tout de suite après la chirurgie, on fait notre protocole d'empreinte optique. Donc protocole d'empreinte optique, on fait maxillaire mandibule en occlusion, une deuxième empreinte optique uniquement sur les capuchons de cicatrisation des multi-unites, 3 empreintes réalisées sur les scan body fixés sur multi-unites. Et là, pareil, l'imprimante 3D
nous permet de réaliser au cabinet ce bridge provisoire et les 2 couronnes sur 13 et 23. Après polissage et connexion des cheminées, on recontacte la patiente, donc elle revient en début d'après-midi. Et là, on lui dépose son provisoire fixe, son bridge provisoire de 13 à 23, et on met en place le nouveau bridge provisoire. Donc de mon côté, j'étais plutôt satisfait du résultat. La patiente, elle n'en pouvait plus, elle était au bout de sa vie, elle avait qu'une envie, c'était de partir, ce qui m'arrangeait plutôt bien également. Et j'étais contente de ces photos. Et la semaine suivante, elle me rappelle en me disant « Écoutez, je ne suis pas du tout satisfaite du résultat, mes dents sont trop longues et mes dents surtout, le milieu n'est pas au milieu. » Et là, pareil, elle m'envoie des photos prises avec son iPhone, compliqué de faire mieux, compliqué d'y voir clair. Et pareil, même si son sourire la gêne, il lui faut encore plus de 6 mois avant de revenir au cabinet pour que je fasse cette photo. Et après discussion avec le laboratoire, on décide de repositionner le milieu comme il faut, on décide de réduire la taille des dents. La patiente, du coup, est satisfaite, mais tout cet investissement, pourquoi ? J'ai complètement écrasé les papilles que je me suis bien embêté à faire pendant plus de 6 mois. Et donc là, moi j'étais extrêmement déçu du résultat. La patiente, elle avait ses dents, elle était plutôt satisfaite du résultat. Et donc effectivement, aujourd'hui, j'investis beaucoup plus de temps, on va dire, en amont, en vue de transmettre un maximum d'informations au laboratoire. Et notamment, pareil, réalisation du clone digital du patient, l'utilisation d'un scanner facial, type Reface, type Metismile, histoire de vraiment mieux préparer mon terrain. C'est vrai que ce dernier cas a été fait systématiquement en fait, en réaction à une situation et il n'y a jamais eu vraiment beaucoup d'anticipation. Donc dans l'autopsie d'un échec, effectivement, les outils numériques, et c'est là où j'ai mis peut-être un tout petit peu de temps à réagir, c'est que il faut vraiment investir du temps avant la pose d'implant, et non pas pour gagner surtout du temps après. Et dernière chose, gagner plus de temps, enfin prendre plus de temps, et là c'est ce que disait tout à l'heure Carole Lecomte, c'est que lors de nos consultations, on est vite phagocyté par tout un tas de tâches administratives, et on passe pas assez de temps sur le patient. Et donc j'ai vraiment cette fois-ci fait une consultation digitale beaucoup plus longue, où je prends beaucoup plus le temps avec mon patient. Et encore une fois, tout le temps que j'investis avant le traitement, c'est du temps que je gagne en fin de traitement. Merci de votre attention.